Bonsoir. Bonsoir et bienvenue donc à notre espace de psychanalyse pour tous. Alors, nous allons voir un petit peu... Aujourd'hui, nous sommes proposés un sujet assez déroutant. Encore que de nombreuses personnes vont déjà... Marie-Laure, bonsoir. Alors, Marie-Laure, est-ce que la vie a un sens? Sabrina, alors, est-ce que la vie a un sens? Nathalie, la vie a-t-elle un sens? Martine, est-ce que la vie a un sens? Alexandra, Marilyn. Et alors, quel est le sens de la vie, Stéphanie? Christine, bonsoir. Enfin, c'est les vacances et je suis là le mardi soir. Bravo. Nadia, bonsoir. Chasne, bonsoir. Et Dalal, bonsoir. Comment allez-vous donc? Fabienne, bah vous le savez. Quel est le sens de la vie, Fabienne? Quel sens allons-nous donner, Patricia, Séverine, Alexandra? Elle a un sens, oui, elle a un sens. Annick, bonsoir à tous. Oui, mais lequel? Hakim, bonsoir. Madame Clémence, Hakim, bonsoir. Alors, quel est le sens qu'on va donner? Bonsoir, Carlos. Quel est le sens qu'on va donner? Olivier, bonsoir. Françoise, bonsoir. Féti, bonsoir. Christine, la vie a un sens si on lui donne. Donc, la vie, quel programme? Céline, bonsoir. Le plaisir de vivre, dit Alexandra. Non, parce que c'est intéressant de voir un petit peu quels sont le plaisir de vivre. Voilà, le sens de ma vie, c'est le plaisir de vivre. Angelina, bonsoir. Alors, Angelina, quel sens allons-nous donner à la vie? Marlène, May, nous consacrons un sens grâce à notre sensibilité. Céline, sujet philosophique, pas obligatoirement, ça dépend de comment, il ne faut pas se prendre la tête. Alors on va lire Zerbout, bonsoir. Alors nous sommes dans cet espace ouvert à tous, un sens ou plusieurs sens. Bravo Olivier, bravo, ouvrons les portes, Donc, nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Donc, et je travaille comme psychanalyste à Madrid et je travaille aussi en ligne. D'accord? Pour tous ceux qui le désirent et que je vais travailler pendant tout l'été. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Donc, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est... N'oublions pas, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que nous soyons plus nombreux. Mokrane, Ophéla, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Pierre, bonsoir. Donc vous voyez, nous sommes une équipe. Myriam, bonsoir. Donc ça c'est intéressant, nous sommes une équipe. Alors ensuite, Nadia, c'est nous qui donnons ce sens à la vie. Bénise, bonsoir tout le monde. Et Alima, bonsoir, ça va. Alors, la vie, est-ce qu'elle a un sens? Donc ici, personne ne m'a dit, ah si, il y a quelqu'un qui a dit elle n'a pas de sens, ou il y a personne qui a dit sens à la vie, c'est ce qu'on lui donne nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on va lui donner comme sens. Et alors, quel sens on va lui donner quand cette vie est si difficile? Parce qu'Alessandra, elle a le plaisir de vivre, mais c'est pas ce que peut dire tout le monde. Estelle, bonsoir. Céline, est-ce inquiétant quand une personne... Alors, attendez, est-ce inquiétant quand une personne n'a plus de sens à sa vie? Alors, on va voir pourquoi elle en avait avant. Alors, et ici, Nathalie dit je souhaite améliorer ma compréhension de l'humanité, avoir des relations interpersonnelles les plus paisibles possibles. C'est le sens que je voudrais donner à ma vie. Donc, est-ce que ça, c'est un sens? Est-ce que c'est un sens? Non? Quel est le sens que l'on peut donner à notre vie? Est-ce que c'est un sens de dire, non, un sens c'est insensé? Non, mais je pense que c'est une question qui est intéressante, parce que en fait Freud, bien évidemment, il s'est posé aussi la question, et lui, il a bien répondu avec un déploiement de toutes ces idées qui est d'ailleurs très intéressant, pour nous parler de si une personne donne plus de sens, ne donne plus de sens, veut dire qu'elle est dans l'épisode dépressif. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez, quel est le sens que vous donnez à votre vie? Sonia, bonsoir. Alors,
Parce qu'en fait, la vie, pour de nombreuses personnes, on va dire pour de nombreuses personnes, c'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile, non? Où il y a de nombreuses souffrances qui se montrent un peu partout, hein, et de nombreuses déceptions et des choses que on va se retrouver face à des situations qu'on va considérer comme impossibles. Savoir vivre dans un environnement hostile pour Hakim, ça c'est le sens de sa vie. Mais ça c'est pas un sens de sa vie, ça c'est un objectif dans l'apprentissage, non? Aimer et travailler. Bravo, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Aimer et travailler. Alors je partage, on va dire. Donc, Freud, il va travailler donc dans plusieurs textes cette idée, et il va dire que vivre dans la vie ou de vivre la vie. Alors, il va donner tout de suite parce que ceux qui donnent, Sandrine, bonsoir, ceux qui vont donner, on va dire, un sens à la vie, ben, ce sont les religions, non? Les religions, Gina, bonsoir, qui sont donc le résultat, un sens giratoire, qui sont le résultat d'une évolution culturelle de l'homme, mais qui en même temps, non, ces religions font obstacle au développement et à l'évolution culturelle de l'homme. Bon, les religions ne sont pas les seules à faire obstacle, mais elles font aussi obstacle. Donc, face à la question de quel sens donner à sa vie, quel est l'objectif de ma vie, la psychothérapie de Franck se tourne sur le sens de la vie. Donc, qu'est-ce que cherche l'homme, non? Parce que là, il y a plusieurs personnes là où ils ont pu répondre. Voilà ce que je cherche, non? On a tendance à se raccrocher à la religion. Donc, ce que cherche l'homme est que, en fait, on va voir vivre, c'est tout. Oui, mais vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Non? Vivre, est-ce que nous sommes tous vivants? Alors, parce qu'il va nous dire que la religion, bah, c'est la seule qui va répondre, on va dire, à cette question, quel est le but de la vie? Et qu'en général, si on se pose la question à savoir si on va donner un sens à notre vie, ben, en général, c'est associé à un système religieux. Le sens est d'abord le sens qui nous emporte, qui nous entraîne et nous conduit vers son propre chemin. Parce que alors, Freud, ce qu'il va se rendre compte, c'est que quand on pose donc cette question à savoir quels sont les buts et les objectifs de notre vie, ben qu'évidemment que les hommes, ils vont nous montrer eux-mêmes dans leur façon de vivre quels sont leurs objectifs. Il dit, je ne vais pas aller poser la question aux gens, je vais les observer et avec l'observation, je vais arriver à mes propres conclusions. Et donc il dit, qu'est-ce que les êtres humains espèrent atteindre en vivant, en étant vivants? Et il dit, ben, ils aspirent au bonheur, simplement. Donc, ils aspirent au bonheur, c'est-à-dire qu'ils veulent être heureux. Et non seulement ils veulent être heureux, sinon ils ne veulent pas cesser de l'être. Ils veulent se maintenir, donc comme on pourrait se maintenir dans un petit bateau et dans une petite barque et on se maintiendrait dans le bonheur. Il y a un psychanalyste qui s'appelle, qui se base dans sa théorie sur le sens de la vie avec un penchant sur le spirituel. Donc, aspirer au bonheur. Et cette aspiration, il va dire, elle a deux faces. D'un côté, il y a la face qu'on va appeler positive, et la face positive et la face négative. Alors la face positive, on va voir, c'est expérimenter des sensations intenses de plaisir. Et la face négative, pour l'appeler d'une certaine façon, c'est celle qui va éviter la douleur. Donc, vous voyez, Mariam, c'est découvrir le vrai soi. Alors, éviter la douleur et le déplaisir. Donc, ça va être les deux facettes, on va dire, face auxquelles l'être humain va faire face. Donc, il y a ceux qui vont se contenter de dire « je n'ai pas mal, je ne souffre pas et je suis heureux ». Et il y en a d'autres qui vont dire « non, pour moi, pour être heureux, j'ai besoin de pouvoir expérimenter des sensations intenses ». Principe de plaisir et plaisir de déplaisir, Kenzo. Donc ça, justement, il va en parler donc dès maintenant, très bien Kenzo, c'est-à-dire que l'appareil psychique, c'est celui qui va chercher à cette
première satisfaction qui est le principe de plaisir, donc cette première satisfaction dans l'appareil psychique. Et ce que nous avons déjà eu l'occasion de voir, c'est que ce principe de plaisir, on peut, premièrement, Freud il va dire que la satisfaction du principe de plaisir de l'appareil psychique, Paola bonsoir, c'est très tiède, il va dire, la satisfaction. La satisfaction du principe de plaisir, c'est quelque chose qui est très tiède pour l'être humain. Parce qu'en fait, c'est juste la diminution, obtenir la diminution de l'attention qui est apparue dans l'appareil. Et en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maintenir constamment. Bon, c'est-à-dire que c'est la tendance du principe du plaisir de toujours chercher la réalisation, c'est-à-dire diminuer l'attention. Il dit que ce n'est pas quelque chose qui est réalisable. Puisqu'en fait, il dit tout l'ordre de l'univers s'y oppose. C'est-à-dire que rien n'est préparé dans l'univers pour que l'homme soit heureux. Donc, prendre du plaisir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Manger, et je prends mon plaisir et je mange. Non? Ça veut dire quoi le plaisir? Parce que on va voir que, je crois que l'être humain, non? Parce que les chats, on va dire, on peut penser, quand on voit vivre un chat, on peut dire, tiens, celui-là, il est heureux, non? Surtout quand il vit chez quelqu'un qui lui donne bien à manger. Ça veut comme la défense, je comprends pas, Alexandra. Donc il va nous dire que rien dans le monde n'est préparé pour que l'être humain soit heureux. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que on va devoir s'en occuper soi-même. Le problème est que le plaisir immédiat n'apporte pas le bonheur. Ce sont deux choses différentes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le bonheur, c'est une chose, et le plaisir, c'est une chose complètement différente. Donc, vouloir remplir sa vie de plaisir constamment, et enfin dire, je suis heureux parce que j'ai une quantité de plaisir, de satisfaction, non? Premièrement, c'est beaucoup de travail. On va dire, c'est beaucoup de travail, et puis, parce que c'est difficile d'obtenir, non, ce genre de plaisir comme ça, de façon constante. Et il va dire, de toute façon, quand on va parler très souvent, donc, de bonheur, pour certaines personnes, en fait, il va s'agir de satisfaction. De satisfaction, j'ai organisé une soirée, j'ai invité des amis, tout s'est bien passé, on a passé tous un bon moment, j'ai une satisfaction, et cette satisfaction me donne, non, on va dire, un certain bonheur. Mais on va dire, c'est aussi un bonheur assez éphémère. Alors, on va introduire, parce que ça c'est très intéressant, on va introduire une idée de Miguel Oscar Menaza, qui est donc le directeur de l'école Grupo Zero, Xavier Bonsoir, qui nous dit que être heureux, en fait, c'est une idée des modèles idéologiques de l'État, des puissants. D'accord, qui nous dit que pour être heureux, et en plus il nous indique ce qu'on doit faire pour obtenir le bonheur. Et il dit que ça, ce sont des modèles, des illusions, on va dire, de bonheur, où de très nombreuses personnes, non, arrivent à distinction entre plaisir et désir, et où de très nombreuses personnes, en fait, arrivent à fabriquer tout ce que les modèles idéologiques de l'État disent qu'il est nécessaire d'avoir pour être heureux, et une fois qu'ils ont tout ça, ils sont tous surpris parce qu'en fait, ils ne sont pas heureux, non? C'est un investissement à long terme, exactement, Alexandra. C'est un investissement de toute la vie. Hein? Donc, est-ce qu'il va nous dire, donc Menaza, déjà, il dénonce cette idée de bonheur qui est inculquée, dès l'école, j'allais dire dès la maternelle, où, on va dire aussi, Menaza, il dit que les modèles idéologiques de l'État sont transmis par les protéines du lait maternel, non? Comme image. Pourquoi vous êtes triste, Xavier? Pourquoi vous êtes triste? Donc, je veux dire, donc, il va falloir trouver une autre idée de bonheur. Parce que ce qu'ils nous ont vendu, non, comme ce rêve américain qu'ils nous ont vendu en disant, non, comme le soi-disant qu'avec tout ce vous pouvez trouver le bonheur, ben non. C'est confondre désir et objet de consommation. Dans une société néo-capitaliste, c'est la consommation qui fournit le plaisir. Non, mais ils ne parlent pas seulement de consommation. Ils disent aussi que si vous créez votre vie de famille, non, que la famille, c'est la base du plaisir, c'est la base du bonheur. Avoir une famille où tout le monde est en bonne santé, non.
Comme quoi, je veux dire, parce que c'est pas simplement la consommation, c'est pas simplement le nouveau modèle de atteindre des objectifs basiques ne serait-il pas le secret du bonheur? Mais c'est quoi les objectifs basiques? Non, parce qu'après ça dépend comment s'appelle l'auteur, Miguel Oscar Menasa. Donc, ça c'est une idée, d'accord? Mais nous on va continuer un petit peu avec Freud, où en fait il va nous dire que peut-on être pleinement heureux? Alors on va voir Céline, ne vous précipitez pas. Donc il va nous dire, Freud, que de toute façon, même avec le principe de plaisir, avec la satisfaction du principe de plaisir, il dit que la sensation qu'on va obtenir, c'est toujours une sensation tiède, de bien-être tiède. Et il va dire pourquoi? Parce que notre prédisposition psychique ne nous permet pas de jouir intensément que du contraste, ne nous permet de jouir intensément qu'avec le contraste. Donc ça, c'est une notion qui est très importante, c'est-à-dire penser que si je m'en vais à la plage, là, maintenant que l'été arrive, en effet, il n'y a pas de modèle, nous sommes tous singuliers, le sens de la vie est unique pour chacun. Pas exactement, travail, famille, patrie, exactement, ça, exactement, Olivier. C'est ça, non, l'idéologie des puissants. C'est-à-dire, je travaille pour mon pays, je travaille pour ma famille, non? Et donc, et c'est bon, peut-être qu'aujourd'hui il a été un petit peu renouvelé, non? Parce que ça fait celui de nos grands-parents peut-être, mais bon. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il va nous donner une première indication, non? Que aller à la plage, un mois sur la plage à ne rien faire, c'est ce qu'on appelle le principe de plaisir, mais c'est quelque chose, donc c'est une tiède satisfaction. Que l'être humain va jouir principalement des contrastes. Le plaisir va de pair avec le déplaisir. Mais Paola, on ne parle pas de plaisir, on parle de jouissance. Attention, on est à un autre niveau, à un autre type de satisfaction. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est stable, une vie tranquille, c'est toujours une satisfaction, on va dire, tiède. J'aime bien le truc de tiède, non? On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Donc ça c'est Sandrine. J'ai l'impression que cela continue. Mais on va dire, Sandrine, ça c'est un petit peu la phrase de Gainsbourg, non? Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Non. Non, non. Il faut faire face au bonheur et que le bonheur va et vient, comme toutes les choses de la vie. D'accord? Et on peut, en plus, parce que ce qu'on va voir, c'est que on peut vivre avec une sorte de bonheur constant. Non? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a l'intensité d'un bonheur constant. Mais bon, on va continuer pour voir ce que l'être humain il a la capacité de faire. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à modifier leur façon de penser. Donc, mais il y a des gens qui y arrivent, Céline. Donc, nos possibilités de bonheur, va nous dire Freud, attention, nos possibilités de bonheur sont limitées par notre propre constitution. Par contre, il nous est très facile de tomber dans le malheur et de tomber dans la souffrance. D'accord? Donc ça c'est attention, c'est pour ça qu'il y en a qui considèrent que le simple fait de ne pas souffrir, de ne pas avoir de malheur, ça c'est déjà le bonheur. Hein? Parce que c'est le plus facile. Le malheur c'est plus facile que le bonheur. Alors, Freud il va nous rappeler, attention, la souffrance nous attaque de 3 côtés. Et nous attaque premièrement par notre propre corps, non, qui va vieillir, qui va se transformer et qui est condamné à disparaître, à se transformer donc en rien du tout, non, en rien du tout, à se transformer en ça dépend ce qu'on fera de notre corps. Ensuite, il va dire qu'il y a notre propre corps, mais le problème avec notre propre corps qui donc va vieillir et va finir par mourir, c'est que sur ce passage, parce qu'il va mourir, il va y avoir des passages où on peut passer par des douleurs, on peut passer par des angoisses, on peut passer par des maladies. Donc on va voir que, mais pourquoi? Pas parce que nous sommes névrosés, sinon parce que nous sommes mortels. Pourquoi le malheur est plus facile? Parce que nous sommes attaqués par la souffrance de 3 à partir de 3 que le bonheur, non, que nous n'avons pas une prédisposition, il va falloir travailler pour notre bonheur parce qu'il n'y a pas de prédisposition psychique au bonheur. Par contre,
Nous sommes dans la vie, il va dire, attaqués par, donc d'un côté, notre propre corps mortel et ses conséquences. D'un autre côté, il va nous dire le monde extérieur, d'accord, ou il va parler de la nature, il va montrer que la nature, non, elle est capable, on va dire que la nature est capable de nous réduire à néant comme ça super rapidement. Et d'un autre côté, il va dire, et ça c'est la source la plus importante de souffrance, ce sont nos relations avec les autres. Ça c'est la plus grande difficulté pour l'être humain, c'est-à-dire de ne pas souffrir avec ses relations avec les autres. Donc, ensuite il va nous dire, mais rappelons aussi quelque chose qui est intéressant, il va dire toute souffrance n'est qu'une sensation. Le monde extérieur, bah, ça veut dire non, les gros orages qui détruisent tout. Je veux dire que nous, ici en Occident, on n'a plus trop ça, mais que il va dire la nature, ce qu'on appelle la nature, les tsunamis, les grosses chaleurs, etc. Donc, il va dire que toute souffrance, donc ça c'était intéressant, on va dire que toute souffrance n'est qu'une sensation. Et que la souffrance n'existe que si nous la sentons. D'accord? Donc. Alors, pour éviter cette souffrance, l'être humain, il a plusieurs moyens qu'il peut utiliser. J'ai l'impression que la relation avec les autres est une plus grande difficulté pour l'être humain. Ah oui, vous dites la même chose que Freud, Céline. Pourquoi s'acharner à chercher le bonheur si c'est voué à l'échec? Non, ce n'est pas joué. Sinon que nous n'avons pas les instruments exacts pour y parvenir. D'accord? Donc c'est ça qui va être important, c'est de voir quels sont les instruments dont nous disposons pour obtenir, non, pour pouvoir travailler pour notre bonheur. Alors, il va nous dire que nous avons plusieurs instruments pour que l'être humain actuellement il utilise plusieurs instruments pour obtenir des satisfactions. Alors, il va dire, il y en a certains qui vont chercher, donc d'une manière ou d'une autre, bonsoir Fifi, la satisfaction illimitée. Alors bien sûr, il dit que la satisfaction illimitée, c'est quelque chose qui est très difficile, et puis qui en plus va... donc il est impossible, la satisfaction illimitée. Ensuite, il va dire que comme justement notre principale difficulté, ce sont les autres, donc il va nous dire que il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'éloigner des autres. Je crois que c'est dans le malaise dans la civilisation, Céline. Et donc il va nous dire que il faut s'éloigner des autres. Donc il y en a qui vont choisir, non, s'éloigner des autres comme tendance pour éviter de souffrir. Alors il dit, bien sûr, non, l'ermite qui va partir tout seul vivre, alors il dit, bien sûr, il a diminué toutes ces difficultés pour vivre avec les autres, mais en fait, il en arrive à avoir une vie tout à fait, une quiétude, non? Alors c'est même plus tiède, là c'est quiet, Donc il n'y a plus, je vis, mais il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de marée, il n'y a plus il y a plus d'orage, il n'y a plus rien. Donc c'est une vie quiète, d'accord? Et ensuite il va dire l'isolement, exactement, Céline. Une autre chose qui va être intéressante, il va nous dire qu'il y a un autre chemin pour travailler vers le bonheur. Il va dire, c'est passer à l'attaque contre la nature et la soumettre à notre propre volonté. Ce sont des introvertis. Alors, c'est pas toujours facile pour le commun des mortels d'utiliser toutes ces ressources pour entraîner ce changement. Alors, non, le commun des mortels, non. Alors, pour le soumettre à la volonté des hommes, c'est-à-dire participer à la communauté humaine, non? Participer à la communauté humaine en utilisant donc les techniques, les sciences qui existent et travailler, on va dire, pour le bien-être de tous. C'est très joli, mais dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place. Et ensuite, il va dire, et celle qui est le plus utilisée, non, la méthode qui est la plus utilisée, bonsoir Kepa, la méthode qui est la plus utilisée, il va dire, c'est les stupéfiants.
les stupéfiants, c'est comme ça qu'on les appelle, dès l'intoxication. Les intoxications, donc on va dire là, tous les types de drogues, les alcools, donc qui vont produire, il va dire, qui vont produire directement des sensations qui vont donner de grandes satisfactions, de plaisir, et qui vont modifier en plus nos conditions de sensibilité. Esther, bonsoir. Hein, et donc, qui vont entraîner principalement le fait de ne pas avoir à sentir de stimulation désagréable. D'accord? Tchan tchan, ça c'est chez vous, moi ici apparemment il n'y a pas de coupure de connexion. Donc il va dire que ça c'est quelque chose que l'être humain va utiliser. D'accord? Toutes sortes de substances qui vont modifier, qui vont influencer donc la situation du sujet, qui vont l'influencer pour s'éloigner de toutes les stimulations désagréables qui peuvent se présenter et en plus avoir certaines satisfactions. Mais il dit, mais nous savons que Freud a testé la drogue, il sait de quoi il parle. Alors, moi je crois que ça c'est comme dire Olivier qu'il a testé l'hystérie, il a testé la névrose obsessive, il a testé... Non. Non. Je pense qu'un scientifique, il ne prend pas son expérience personnelle comme modèle. Caroline, bonsoir, c'est le fait de ne pas ressentir, de ne pas faire face à nos émotions. Mais je ne sais pas si c'est le fait de ne pas ressentir, parce qu'avec les drogues, on sent, mais on ne sent pas les choses désagréables. Non, c'est comme détourner notre attention. Par exemple, on dit qu'il y a certaines drogues qui juste le fait, enfin des drogues ou des substances que nous pouvons prendre, qui nous permettent juste de déplacer notre attention, donc la douleur qui se manifestait, ben une fois que notre attention est détournée, non, on ne sent plus rien. Donc tout ça c'est relatif. Mais de toute façon il va nous dire que les drogues en général, bien évidemment, ça va produire derrière non, des situations de danger, et qu'il y en a de nombreuses qui sont nocives, Donc les stupéfiants, bien évidemment, ça ne va pas être la solution, non, que ça peut l'être à un moment donné, ça peut, mais que ce n'est pas la solution. Et il va nous parler d'une autre situation, il dit, qui est un processus, on va dire un processus chimique qui a lieu dans l'appareil psychique qui va produire pratiquement la même ivresse que l'alcool. Et il va nous dire, par contre, ça c'est quelque chose de pathologique, et il va nous parler de la manie. Alors, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons le côté dépressif, et de côté, nous avons le côté maniaque, et il dit que quand le sujet dépressif tombe dans cette partie maniaque, ben, il devient, non, comme ivre, hein, sans avoir pris aucune drogue. Abdallah, bonsoir. Donc, elle va dire que ce que cherche l'être humain, c'est la satisfaction de sa pulsion. D'accord? Comment déplacer son attention sans stupéfiant? Caroline, paradis artificiel. Mais on ne peut pas trouver le sens de la vie à travers une drogue, c'est une illusion. Non, non, on parlait du bonheur. Non? Donc, une manière, non? Alors, on parle de la dépendance, mais la dépendance, elle existe toujours, Hakim. Non? Que l'être humain, il est dépendant depuis sa naissance. Une autre chose qui va être, qui est-ce qui faisait référence? Alors attendez, j'ai vu une question où je voulais, alors là, les paradis artificiels, parce que on peut lire le poème de Baudelaire, non? Le poème, il faudrait être toujours ivre, mais de quoi? Voilà la question, non? Il dit de vin, de vertu ou de poésie. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez que les grands auteurs, donc, ils ont donné une réponse, bien évidemment, à la possible, parce que eux, ils ont trouvé aussi, non, et qu'ils ont vu qui était possible. Donc, le vin, la vertu et la poésie, disait Baudelaire. Mais bon, Baudelaire, c'est au 19e siècle, nous sommes au 21e siècle, donc ici, nous avons trouvé des idées un petit peu plus modernes. Mais nous allons continuer encore avec Freud, qui fait un panorama très intéressant. Donc, il va dire que une autre chose qui va donner satisfaction, il va dire, c'est le déplacement de la libido, la mobilité de la libido. Puisque, rappelons-le, la libido, c'est notre énergie psychique,
Et notre énergie psychique, elle a la capacité de pouvoir bouger d'un objet à l'autre, de s'intéresser aujourd'hui à ça, demain de s'intéresser à autre chose, de travailler dans tel domaine, d'être amoureux de telle personne et d'être amoureux d'une autre personne, et d'avoir cette mobilité. Ça, c'est la capacité de notre libido, la flexibilité de notre libido. Quand cette libido, elle est restée coincée, c'est-à-dire que quand elle reste coincée, mais l'amour dans le sens social, Fabienne, d'accord? C'est pas simplement l'amour dans une relation amoureuse, non? Parce qu'une relation amoureuse, c'est une dépendance de la libido, donc la libido, elle reste coincée entre moi et l'autre. Donc effectivement, on va dire sublimée, non? Donc cette flexibilité de la libido va nous permettre, donc effectivement, comme dit Christine, la sublimation. Donc le fait que cette libido, et donc il va nous parler du travail artistique et du travail intellectuel et du travail scientifique, parce qu'il va nous dire qu'une des plus grandes satisfactions de l'être humain, il va nous parler des deux plus grandes satisfactions que peut trouver l'être humain, c'est dans le travail, parce que la sublimation c'est toujours un travail, ça se fait pas tout seul, donc c'est le travail. Et il va dire, donc il y a le travail artistique où l'être humain va être capable, comme il n'a pas la capacité de transformer le monde, il va fabriquer, non, quelque chose au lieu de fantasmer comme font les névrosés, il va fabriquer, non, avec ses fantasmes, on va dire, quelque chose dans la réalité, il va écrire, il va faire des sculptures, il va peindre, il va dessiner quelque chose qui va être en relation, donc il va y avoir une satisfaction pour le sujet. Mais Freud, il va dire que les deux plus grandes satisfactions pour l'être humain, ce sont les relations sexuelles, la satisfaction dans les relations sexuelles, et il va dire, et le travail scientifique. Il va dire que l'investigation scientifique, le travail scientifique, ce sont les deux choses, hein, qui donnent le plus de satisfaction pour l'être humain. Mais de toute façon, la sublimation, l'art, c'est aussi la possibilité, bien évidemment, d'avoir de grandes satisfactions, non? Donc il dit, mais le point faible de cette méthode, il dit qu'on ne peut pas l'appliquer de façon générale. Alors ça c'était à son époque. Aujourd'hui, nous pourrions établir une éducation où, en fait, de toute façon, nous l'avons déjà. Les enfants, en général, on leur donne des cours de danse, des cours de musique, des cours de dessin, des cours du sport. On leur donne des cours de plein de choses pour qu'ils puissent tout développer. Le problème, c'est qu'ensuite, on leur dit, maintenant, c'est fini, il faut rentrer à l'université. Et ils arrêtent tout. Ça, c'est le problème, non? Il faudrait qu'ils puissent continuer toute leur vie. Toute leur vie. Pourquoi? Parce que la satisfaction que nous pouvons avoir, parce que nous allons... Comment définir l'art? Bon, ça c'est un autre sujet, Christine. Ça c'est un autre sujet. On est avec le bonheur, attendez. Bon, alors, le point faible de cette méthode, il dit, c'est que tout le monde n'a pas l'accès à ça, non? C'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation, parce que c'est une question d'éducation, que tous les enfants, ils ont joué, et en fait, il dit que l'artiste... Non, et il faudra faire un autre vidéo sur ça, et il va nous expliquer que en fait l'artiste, ce qu'il fait, c'est qu'il continue comme les enfants jouaient quand ils étaient petits, l'artiste il continue à jouer, mais avec d'autres instruments, et il produit des choses, non, à différence de l'enfant, que l'enfant ne produisait rien. Donc il va nous parler que bien évidemment, quand on parle ou quand on veut parler de bonheur, on doit parler obligatoirement de travail. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, non, il y a un grand poète cubain qui dit que le bonheur ne peut se trouver que sur le chemin du travail. C'est-à-dire ce n'est qu'en travaillant. Et on va voir pourquoi, non? Ou alors je vous le lis là maintenant. Allez, je vous le lis là maintenant. Je vais vous lire un poème qui est un poème du directeur de l'école, donc le directeur de l'école qui est médecin psychanalyste et poète, entre autres. Non, il fait beaucoup d'autres choses aussi. Et il a écrit un poème, écoutez, qui va nous donner de nombreuses réponses. C'est un texte qui s'appelle « La maestria et moi » et qui est dédié à nous tous. Il dit « À mes enfants, disciples et proches. 1.
ne me faites pas courir vos courses, ne me faites pas non plus voler dans vos vols, ne me faites pas faire vos travaux, ni aimer non plus vos amours. Moi, mes enfants, je vous ai transportés avec passion, en volant toujours à vos côtés, des confins tranquilles de la famille jusqu'aux portes en liberté du monde. Maintenant commence votre voyage, et si je vous laisse partir sans vous accompagner, c'est parce que moi j'ai mon propre voyage. Je dois donner au chemin que j'ai construit avec ma propre vie, en écrivant mon nom, mes marques, mes signes personnels qui sont la poésie. 2. En chemin, vous rencontrerez l'or et la pauvreté, les profonds précipices et les grandes plaines. Il y aura sur vos chemins, n'en doutez pas, des embuscades, des trahisons, de viles injustices. C'est pour ça qu'il convient de voyager accompagné. Et quand vous aurez obtenu un peu de pain, un peu d'argent, essayez de le distribuer le mieux possible entre tous. Quelqu'un qui a mangé, qui a de l'argent pour le pain de demain, se sentira en partie heureux et son travail ne sera pas dirigé par la faim et la haine, mais par l'amour et la liberté. Dans une société juste, le travail est un don. 1. Et voilà le vers où j'essaierai de vous laisser l'enseignement le plus nécessaire. Dans une société juste, le travail est un don, une joie, un bien proprement humain, avec lequel on peut modifier ce qui est naturel, la vie, les essaims de rêve, le soleil. Avec le travail, l'homme a pu voler sans aile, naviguer sur les mers sans connaître la mer. De l'arbre, stupéfait de surprise face à l'homme, le travail a pu arracher une chaise et de la pierre les signes qui forgent l'avenir de l'homme, sa maison, ses monuments, sa propre pierre tombale. Je veux que vous portiez toujours avec vous le ciseau à bois, la varlope, le marteau, la faucille, ces phrases qui serviront jusqu'à la fin pour limer les aspérités de la mort. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi tant ? Pourquoi mettre tant de passion dans le travail ?» vous répondrez avec célérité « Pour rien. Nous travaillons pour vivre la vie. Nous travaillons pour que dans le monde humain, il y ait des signes que nous avons été là, créant et travaillant. Peut-être dans ce monde que nous avons fait un travail pour vivre, pour aimer, pour congeler le propre regard de la mort. Nous avons fait un travail et nous avons écrit un vers. Bravo, 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 bravo. Bon, moi je pense que ça c'est un poème qui est impressionnant, donc de ce qu'on appelle un maestro, non, qui peut penser plus loin que lui-même, et qui donc nous donne des phrases qui peuvent être utilisées, comme il dit, des phrases, non, qui peuvent nous aider à passer cette vie, non? Non, c'est magnifique, oui. Donc à passer cette vie, donc avec toutes ces embuscades, ces embûches, non, qu'il y a donc qu'il y a dans la vie, et que nous avons besoin donc d'énormément de soutien pour pouvoir vivre cette vie. Merci Kepa. Et pour pouvoir vivre cette vie, non, la traduction, parce que la version en espagnol est de Miguel Oscar Menace, la traduction est de Madame Claire de Loupy. Suivre son chemin, donc le faire, non, parce qu'il va dire le faire, très beau, le travail est un don, mais dans une société juste. Le problème, c'est que nous ne vivons pas dans des sociétés justes. Donc c'est pour ça qu'il y a, non, des travails qui sont insupportables, labourés, creusés. Au fond se trouve un trésor. Et je ne sais pas si c'est au fond
Isabelle, non, c'est labourer, 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 non? Le travail est le pilier, Céline, exactement. Le travail, et je dirais même les travails, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en avoir plusieurs, ne pas dépendre que d'un travail ou que d'une activité, non? Et la transmission du père à ses enfants, c'est beau. Mais nous sommes tous ses enfants, c'est un maestro, Paola. D'accord? Donc dans ces cas-là, nous sommes tous ses enfants. Non? Que ce n'est pas simplement, non? Parce qu'on doit s'approprier les grands auteurs, on doit les lire pour se les approprier. Un sujet qui intéresse toute notre société dans l'art d'enseigner et d'éveiller nos âmes de vivre dans la prospérité dans ce monde. Ok, donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce poème redéfinit le travail, exactement. Alors, mais comment je peux trouver le vrai bonheur quand je sais pertinemment qu'il existe encore des gens pauvres? Bah oui, mais alors vous devez renoncer à certaines choses. Non, comme on dit, le monde, nous n'allons pas le changer. Non, le monde, nous n'allons pas le changer. Mais ce que nous pouvons changer, c'est nous. On peut commencer par nous. Et après, on va dire, je commence à changer par nous. Après, on fait comme Brassens. Brassens aussi, il disait, je commence à changer moi. Je commence à montrer à mes amis qu'on peut changer. Je commence à montrer à mes ennemis qu'on peut changer. Et en plus, après, on va voir, après, il faut tout écrire. Tout écrire, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on palpe, tout ce qu'on a vécu. Pourquoi? Pour qu'un jour, peut-être, quelqu'un le lise. De répéter le nom de l'auteur et titre, c'est voir ou l'écrire. L'auteur, c'est Miguel Oscar Menaza. Miguel Oscar Menaza, je vais publier donc dans la page de Facebook le poème. D'accord? Donc, je crois qu'on a fait un petit peu un... Il faut commencer par soi-même. Il faut obligatoirement commencer par soi-même. Une autre chose dont va nous parler Freud, il va nous parler de la jouissance, de la beauté. Transmettre. Exactement. Mais pour transmettre, Isabelle, il faut avoir quelque chose à transmettre. Parce que la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord nous hériter, non? Pouvoir travailler pour avoir quelque chose à transmettre. Parce que très souvent, les gens, ils disent « Oh, ben moi, je suis passé par telle expérience, alors maintenant, je vais la transmettre. » Non, il faut transmettre un savoir. Le stoïcisme, se détacher, alors qu'est-ce que le stoïcisme, se détacher ce qui ne dépend pas de nous. Exactement. Pouvoir se rendre compte, mais attention, parce qu'il y a aussi, on en revient à Voltaire, il faut cultiver son jardin, mais attention, parce qu'il y a aussi l'histoire du grand lama. Vous connaissez l'histoire du grand lama? C'est, Menaza, il en parle, parce que justement, il vient de publier un livre, enfin, on vient de présenter un de ses livres, où justement, il dit, rappelons-nous l'histoire du grand lama. Le grand lama, c'est le sage, qui sait qu'il y a des choses qui sont impossibles, mais qui va quand même continuer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, changer le monde, c'est impossible. Mais je vais quand même travailler pour changer le monde. C'est-à-dire que je ne vais pas me fracasser la tête contre le mur, je sais que c'est impossible. Mais je vais quand même travailler dans cette direction. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter avec notre jardin, Christine. Parce que notre jardin, c'est pas suffisant pour la satisfaction. Il va falloir aussi avoir une position dans le social. De savoir que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'intéresser à ce qu'on fait. Hein? De pouvoir faire des choses qui puissent intéresser quelqu'un. Hein? Et pas simplement... bah oui, c'est de faire des choses pour essayer de... et pas simplement cultiver son jardin. Moi, je pense que nous vivons dans des sociétés, hein, dans ces sociétés qui ont besoin de personnes saines, de personnes lucides, et de personnes pratiques qui puissent penser la situation actuelle. Regarde le drame qui se passe actuellement en France, non? Et on voit que les gens sont perdus. Donc le sens de la vie, c'est travailler dans l'objectif de rendre le monde meilleur pour l'évolution de l'humanité. Exactement. Stéphanie, mais il faut trouver un chemin. Parce que la difficulté, c'est ça, mais quel chemin je prends? Changer et partager son expérience avec les autres, écrire, transmettre, laisser une trace de son parcours et de son expérience. Nathalie, chacun doit faire un peu chaque jour pour le collectif, la communauté des humains. Donc ça c'est quelque chose, on va dire, parce que si nous ne faisons pas ça, pourquoi on va nous cataloguer d'humains? Qu'est-ce que nous avons d'humains? Non, je peux me poser la question. Je veux dire, parce que si moi je ne participe plus, si je m'enferme dans ma petite vie, parce que l'extérieur ça me fait mal, parce que l'extérieur j'ai des difficultés à le gérer, non? Donc je m'enferme, et alors
quel humain je suis. Non, l'humain, c'est celui qui vit avec les autres. Celui qui peut partager, non, des choses avec les autres. Et donc Freud, il va nous parler aussi de la jouissance de la beauté. Et ça, c'est super intéressant, non, parce qu'il dit que ça possède un caractère tout à fait particulier, la beauté. Non, il y a beaucoup de gens qui sont complètement émus devant ce qu'ils vont considérer la beauté. Non, ça peut être la beauté d'un être humain, ça peut être la beauté d'une œuvre d'art, ça peut être la beauté d'un écrit, d'une poésie, tout ça. Et on est véritablement ému, non. Et comme disait Baudelaire, ça peut directement nous enivrer. Nous ne pouvons transmettre une expérience vécue, chacun à son propre chemin. Mais moi, je pense que nos expériences vécues sont toutes pauvres. C'est une petite vie. Si nous nous alimentons de tous ces grands maestros, de tous ces pères qui ont existé avant nous, qui partagent, non, qui ont partagé tout leur savoir. L'autre jour, j'ai lu une lettre de Einstein qui écrivait à Marie Curie. Ah, vous voyez, ce sont des gens qui ont le moindre chose qu'ils font, vous voyez qu'ils ont une richesse énorme à transmettre. Le sens de la vie, c'est aimer et donner pour autrui. Donc, il va nous dire, vous savez ce qu'il va nous dire sur la beauté? Il va nous dire que, en fait, la beauté que la science a découvert, alors la science psychanalytique bien évidemment, que, en fait, cette émotion que nous avions face à la beauté, hein, alors premièrement, parce qu'en général, elle va être considérée comme éphémère, non? On parle de la beauté d'un orage. L'orage est éphémère. Donc il y a que la beauté en général, c'est associé à l'éphémère, et si la chose n'est pas éphémère, comme une poésie, celle qui est éphémère, c'est moi qui le lis. Donc dans les deux cas, non, il y a cette situation de l'éphémère. Et il va nous dire que la science de l'esthétique, donc, est arrivée à des conclusions pour donner des explications, en fait, sur la beauté, non? Et la seule chose sûre, il va dire, que nous savons, c'est qu'en fait, ces sensations, cette jouissance face à la beauté, est dérivée du terrain des sensations sexuelles, qui représente un modèle exemplaire d'une tendance, donc on va dire, qui est, alors ça Olivier va me donner le terme, parce que moi je ne le connais pas en français, non, de ces tendances, parce que ou mon désir sexuel, je l'exprime et je vais faire l'amour, ou je ne l'exprime pas, et je vais faire, comme là, comme maintenant, non, une conversation avec vous, ou je vais, donc comment on dit quand c'est le but, au lieu d'arriver à son, non, d'arriver au but, ben je vais détourner le but final, et en fait, je vais avoir ma satisfaction ailleurs. Je ne vais pas avoir une satisfaction dans la relation sexuelle, sinon que je vais avoir une satisfaction face à la beauté, face à d'autres choses. Mais qu'en fait, c'est cette même énergie qui aurait pu servir à une relation sexuelle qui en fait était détournée de son objectif primitif pour fabriquer quelque chose d'autre. Non, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Et c'est ce qui va permettre justement l'évitement. On dit évitement, Olivier? L'évitement? Bon, c'est ce qui va permettre donc à l'être humain justement d'être un être humain, d'avoir cette possibilité. Non, c'est pas le refoulé justement, c'est pas du refoulé, c'est un déplacement. La sublimation, c'est pas du refoulé, c'est déplacer. Mais en espagnol, on dit c'est le détournement de la pulsion transmutée. Ah, vous avez beaucoup de surendipité, c'est quoi ça? Alors non, il va dire qu'en fait c'est la tendance qui n'arrive pas à son objectif, non, c'est une dérivation. Moi je crois que Isabelle, oui, c'est le déplacement, non, déviation de son objectif. Et donc cette énergie, bah, elle va être utilisée à autre chose, hein, et qu'elle peut être utilisée à de nombreuses choses, et entre autres, donc elle va dire, non, de pouvoir apprécier la beauté. Donc il va dire que, en fait, il va en arriver à cette conclusion. Il va dire le bonheur, c'est simplement un problème de l'économie libidinale de chacun. C'est-à-dire la plasticité, le déplacement, la capacité du déplacement de la libido. C'est ça qui va permettre le bonheur. Hein? Donc il dit, tout comme un commerçant prudent va éviter d'investir tout son argent dans une seule opération, il dit la sagesse
nous conseille aussi de ne pas dépendre que d'une seule satisfaction, d'une seule tendance à la satisfaction, d'un seul amour, d'un seul travail, d'un seul... Non, d'avoir cette possibilité de multiplier, parce qu'en plus, l'être humain, il a un esprit de la Renaissance. D'accord? C'est-à-dire que nous avons tous, c'était pas simplement, comment il s'appelait, Léonard de Vinci, qui était multiple. Nous avons tous la même possibilité de faire de multiples choses. Donc, on a défini le sens de la vie à travers la recherche du bonheur. Pas seulement, vous avez écouté Christine le poème, c'est pas seulement la recherche du poème. D'accord? Ce que a ajouté Ménassa, mais Ménassa, il n'a pas parlé de bonheur dans son poème. Mais par contre, on peut penser que quand on arrive à vivre comme ça, c'est-à-dire à définir un projet de vie, on peut être heureux. Mais il faut définir un projet de vie. Savoir, non? Parce que lui, quand il écrit, non, la dernière partie du poème, par exemple, ou quand il va écrire et qu'il va dire, et si quelqu'un vous demande, pourquoi tant? Pourquoi mettre tant de passion dans le travail? Vous répondrez avec célérité, pour rien. Nous travaillons pour vivre la vie. Nous travaillons pour que dans le monde humain, il y ait des signes que nous avons été là, créant et travaillant. Peut-être dans ce monde que nous avons fait un travail pour vivre, pour aimer, pour congeler le propre regard de la mort. Nous avons fait un travail et nous avons écrit des vers. Donc, non, ça c'est un projet de vie. Ça c'est un projet de vie. Et après, bon, on peut voir alors quel type de travail, quel type de création, quel type de poésie. Après, on peut limer pour voir dans quelle direction on veut aller. Non? Mais on suit, on va dire, non, que le travail, vous lisez Baudelaire, et Baudelaire, quand il donne ses conseils aux jeunes poètes, c'est le travail. Quand vous allez lire Rilke, vous lisez les conseils, c'est toujours le travail. D'ailleurs, j'ai commencé à lire Rilke, et il dit qu'il a été voir, comment il s'appelle ce grand sculpteur français, Rodin, et que Rodin, il dit qu'il a appris de Rodin l'importance du travail. Ce serait laisser son empreinte, exactement, laisser une trace, Olivier. Après, on ne sait pas si notre trace, il y a quelqu'un qui va la lire. Non? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous devons vivre en disant, voilà, moi je veux ça. Non? Enfin, nous pouvons, c'est une possibilité de l'être humain. Rodin, oui. Non? Donc Rodin, c'est le maestro pour Rilke qui lui a montré que tout se fait par le travail. Donc Rodin, c'était un grand travailleur. Donc voilà pour aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, d'accord? Parce que c'est une énergie que nous avons produite tous ensemble et que nous pouvons continuer à partager. Donc, très intéressant cette rencontre. Merci de votre participation et nous continuons mardi prochain. Alors, je vais mettre en ligne aussi un nouveau cours que je vais commencer à réaliser donc à la fin du mois de juillet, qui s'appelle La vie à deux, pour les relations de couple. Merci pour votre intervention poétique et à mardi prochain. Donc, Sandrine, au revoir. Fabienne, vous transmettez aussi de belles valeurs. Bravo pour ces lives. Merci Fabienne. Séverine, Olivier, bonsoir. Donc, Annick, bonsoir. Céline, merci. Caroline, Christine, belle soirée à vous aussi. Donc on continue mardi prochain, donc je vais vous mettre le poème là maintenant, vous pouvez le partager sur vos réseaux, merci pour ce temps de partage plein d'émulation, d'accord, oui j'étais enthousiasme ce soir, au revoir Carlos, bonnes vacances, non, ce n'est pas encore les vacances, Véro, au revoir, Salma, Amina, et donc je vais encore publier certaines choses, oh la vie à deux, beau sujet aussi, merci beaucoup, bonne soirée à vous, donc... à la semaine prochaine, on continue, bonne soirée, à la prochaine fois, au revoir, merci à tous, ciao.